Bon, il est 14h30, on va commencer tout de suite avec la Traders Room. Alors, bon, les marchés sont un peu lessivés, sont un peu en mode, je sais pas trop si j'ai envie de monter ou si j'ai envie de baisser. Alors, en même temps, on n'a pas vraiment une news depuis. Salut Sébastien, salut Mathieu, salut Alexandre, salut Franck, salut tout le monde. On n'a pas eu vraiment de news. Je dirais même pire que ça. On a eu plutôt des news contradictoires. C'est-à-dire que je regarde, vous savez. Euh, les, euh, les news, bien évidemment, le week-end et bon, fin de semaine dernière. Je trouve ça assez étonnant. On est deux news contradictoires. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais on a d'un côté la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, qui affirme que ça y est, le pire de la crise économique, notamment en Allemagne. Alors, je vois pas pourquoi ce serait en Allemagne et pas ailleurs, et inversement. Je vois pas, voilà, je vois pas pourquoi l'Allemagne serait complètement, comment dire, immunisée contre bah, déjà la crise économique qu'on est en train de traverser, donc parallèlement et a fortiori par rapport au Covid-19. Mais en gros, la Banque Centrale Européenne, je ne sais pas si vous avez vu, mais a annoncé que le pire de la crise économique était passé et que la reprise était en cours, ou en tout cas elle était devant nous. Admettons, pourquoi pas. Au-delà du fait, hein, je mets ma petite touche personnelle bien évidemment, toutes les publications macroéconomiques, pour le moment, on est dans l'anticipation. De manière assez objective, on n'est absolument pas dans un fait aujourd'hui. Bref, parenthèse fermée, admettons. Et quelques heures plus tard, on a une news. Alors, vous allez me dire, oui, il y a peut-être que la reprise économique est en cours et que le Covid n'a absolument rien à voir. J'en doute, parce que c'est quand même à cause de ça qu'on est dans une crise économique un petit peu partout dans le monde, enfin partout dans le monde d'ailleurs. Quelques heures plus tard, on a une news en disant que ça y est, on avait un taux de reproduction du nouveau coronavirus en Allemagne qui était passé de 1,79 à 2,88. Ça veut dire en gros pour 100 personnes, vous avez 288 personnes qui sont infectées. Donc voilà. Donc on a des news qui sont complètement contradictoires et après au-delà de ça, bah, on a des news alors qui sont pas forcément liées à la crise actuelle ou au Covid, mais notamment Wirecard, hein, qui fait partie de l'indice allemand DAX, si vous en avez entendu parler, très probablement, qui est quand même très mal en point. Alors ça reflète pas, bien évidemment, c'est une situation exceptionnelle et comment dire qui est ciblée, on va dire, qui ne concerne pas les autres sociétés, mais voilà, Wirecard qui a un trou dans ce que j'ai appelé dans le débrief hebdo ce week-end, plutôt un cratère, mais on va dire un trou, qui est lié à une fraude de quasiment 2 milliards d'euros qui représente un quart de son bilan. Voilà. Donc on a des news comme ça un petit peu dispersées à droite et à gauche, ce que j'appelle finalement du stock picking entre guillemets, donc c'est-à-dire en fait des news qui sont soit qui n'ont rien à voir, soit qui ont à voir, mais en tout cas des news qui impactent des actions en particulier. Donc finalement on n'a que ça à se mettre sous la dent pour le moment, parce que bah, d'un côté la macroéconomie c'est pas voilà, on n'a pas plus de nouvelles que ça. La semaine dernière d'ailleurs c'était assez calme d'un point de vue macro. Cette semaine, ça va être calme également d'un point de vue microéconomique, mais aussi macroéconomique. C'est-à-dire que on a simplement demain, on a beaucoup de PMI manufacturiers. Donc en France, en Allemagne, en zone euro, etc., etc. Et on a les commandes de biens durables jeudi. Et sinon, globalement, on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Alors on a quelques statistiques, on va dire macroéconomiques de second lieu, euh, qui ne sont pas vraiment très 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 impactantes par le marché. C'est pas avec ça que le marché va prendre vraiment une direction. En tout cas, je pense pas. Notamment vendredi, la confiance des consommateurs aux États-Unis, de l'Université du Michigan, etc., etc. Donc on a pas beaucoup finalement de news à se mettre sous la dent encore cette semaine. Donc on verra si les banques centrales sortent du bois encore ou pas. Si on a peut-être des inquiétudes concernant le Covid et ces fameux clusters qu'on a un petit peu partout, ça faudra suivre bien évidemment. Mais pour le moment, on voit très bien déjà la semaine passée que le marché n'a pas réussi à
Salut Johan, salut Seb, salut Charles, salut Brice. Le marché n'a pas réussi à prendre de décision et moi-même d'ailleurs, enfin je ne sais pas vous, hein, mais moi-même, j'ai pas réussi à, en fonction des éléments que m'ont donné le marché, j'ai pas pris de décision concernant les indices. Voilà. J'ai essayé de ce que j'appelle de voilà d'y aller un peu à tâtons entre guillemets avec des petits signaux que j'avais sur des configurations qui me semblaient relativement pertinentes. Je vous donne un exemple très concret, l'euro-dollar par exemple. L'euro-dollar que j'ai acheté sur ce bas de range sur un signal H4, finalement ça n'a rien donné, mais on voit que malgré cette invalidation qu'on a eue, en tout cas sur mon plan que j'avais sur un achat ici, alors je vous la refais si jamais vous l'avez loupé, mais je vous le dis en toute transparence, voilà, on a un range, on a une phase de range de consolidation latérale, on a un petit signal aussi ici sur les 1,1240, 1,1250, bon ben on est en bas de range, hop, tendance primaire haussière. Effectivement, on échoue là au-dessus. Là au-dessus, cette grosse ligne rouge, c'est quoi? C'est en données hebdomadaires. C'est ce que j'ai vendu 2 semaines auparavant, cette zone des 1,14 qui correspond ici en weekly à une grosse zone de résistance déjà testée en début d'année, l'été dernier, etc., etc. Donc l'été de l'année dernière, il y a un an, ici. Et ça correspond également à un gros niveau qui avait été testé fin 2015 et toute l'année 2016, ici. Donc c'était justifié de vendre. Pour autant, ces ventes, alors elles ont donné, hein, elles ont donné 150, 200 points, en tout cas sur les plans que j'avais mis en place. Et puis après, bah, une fois qu'on stabilise, on réagit une fois, deux fois, trois fois. Et bien forcément, bah, je prends en considération le fait que ce bas de range tient, que la tendance primaire reste haussière, qu'on est en phase de range, et donc il y a plus de probabilité de réussite d'acheter ce bas de range que de vendre les accélérations baissières. On a vu à chaque fois qu'on a accéléré à la baisse, tac, on a replié là-dessus. Donc du coup, ça m'a donné voilà un petit stop là-dessus, rien de dramatique. Hein, encore une fois, je vous rappelle déjà que le trading c'est pas facile, c'est pas évident, c'est un travail de moyen long terme sur soi, c'est du boulot. C'est des périodes comme ça qui sont pas forcément évidentes, voire même où il se passe rien sur le marché, tout simplement. Il n'y a pas, voilà, même en refaisant le match, c'est pas des périodes évidentes. Voilà. Donc j'ai travaillé ça à l'achat, ça n'a pas fonctionné. Bah, pour le moment, j'attends de voir, notamment sur l'euro-dollar. Alors, j'ai pas parlé encore des indices, mais je vais enlever ici les bandes de Bollinger, ça sera peut-être plus simple. Finalement, voilà, on n'a pas des marchés ultra directionnels. Alors, il y a toujours une tendance. On dit généralement, oui, il n'y a pas de tendance. Si, il y a toujours une tendance. Soit elle est haussière, soit elle est baissière, soit elle est neutre. Voilà. Et si on se place sur des unités de temps journalières, par exemple sur les indices, bah, vous voyez le CAC. On a fait le gros gap ici, vous savez, lié en début de semaine dernière, la Fed euh, qui annonce racheter des obligations d'entreprise. Donc on passe sur le marché secondaire, on est plus sur des rachats d'ETF, d'obligations, etc., etc. Et du coup, bah, ça nous donne des petites phases de range. Voilà. Donc il y a deux options, hein. Enfin il y a même trois options, hein. C'est un, bah on fait plutôt du très court terme sur du mode 15 minutes où on est content lorsqu'on prend 20-30 points, on est très content. Sauf qu'on sait que le jour où ça sort par le bas ou par le haut du range, bah, on ne sera pas dedans, hein, ça c'est évident. Voire même on fera se tromper, parce que si on paye le bas du range, etc., faut pas se leurrer, ça c'est facile après coup en disant on achète en bas ou en haut, mais sur le moment c'est beaucoup plus délicat. Donc moi je sais pas travailler comme ça sur 10 points, 20 points sur le CAC en mettant un stop à 5 points ou à 20 points avec un ratio potentiel sur risque qui est de 1 pour 1. Donc je m'abstiens pour le moment parce qu'effectivement c'est la deuxième stratégie, c'est de se dire bah tiens, on attend finalement qu'on sorte un petit peu de ce range. Alors ces ranges, vous l'avez vu, faut prendre son mal en patience, faut mettre son ego de côté et de se dire, bah, pour le moment, objectivement, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté une tendance qui est haussière. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Au-dessus de, enfin, il n'y a pas même pas à être d'accord ou pas, c'est juste une question qu'on a des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça semble évident. On a une tendance haussière, ok. D'un autre côté, on avait quoi? On avait ici ce fameux Highland Reversal qui est d'ailleurs beaucoup plus. Alors, l'Highland Reversal, on l'a pas sur les indices européens, mais on l'a plutôt sur les indices américains. Donc, je vais prendre, regardez ici, voilà, ce fameux Highland Reversal ici qu'on avait la semaine passée. Gap haussier, 1, 2, 3, 4 bougies là-haut. Donc là, c'est euphorie.
D'ailleurs, on n'avait pas trop compris pourquoi, je vais pas refaire la messe, mais voilà. Gap haussier, on a ce petit îlot et retournement. Donc changement brutal de psychologie d'un jour à l'autre, après une phase de latéralisation et encore après une première phase qui était une phase d'euphorie complète. D'accord. Donc là, vraiment, on a un changement psychologique. Et puis derrière, on a le gap baissier, Island Reversal. Puis derrière, on a un gros flux. Donc ça, c'est caractéristique d'un retournement de marché. Et puis finalement, la Fed intervient, on annule, on tient un bas de range, un bas de biseau, tout ce que vous voulez. Et derrière, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement plus de news. Voilà. Donc la deuxième option, la première option, c'est de se dire, bah tiens, oui, effectivement, on est dans un range. Alors le problème de se dire aussi qu'on est dans un range, c'est qu'au moment où on décide et où on détermine qu'on est effectivement dans un range, et ben c'est à ce moment-là que ça va décaler soit à la hausse, soit à la baisse. Donc la deuxième option, c'est de se dire, bah, j'attends finalement bah, qu'on sorte, qu'on me donne un peu plus d'éléments que simplement bah, finalement un peu pile ou face, hein. Voilà. Ça, tout le monde, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. On est toujours donc dans une tendance haussière et en même temps, d'un point de vue micro, d'un point de vue macro. Après, je sais pas vous, hein, peut-être que je me trompe, mais n'hésitez pas aussi enfin, c'est même pas n'hésitez pas, c'est vous devez vous faire votre propre opinion. C'est pas de suivre bêtement quelqu'un qui vous dit ah faut acheter de toute façon. C'est sûr que les boîtes don't fight the Fed, don't fight the BCE, ça va forcément monter parce que les banques centrales vont jamais rien lâcher, certes. Mais on voit que dès que Powell nous dit bah finalement les perspectives sont quand même pas terribles en 2020 et puis 2021 ça va pas être terrible et ça va tellement pas être terrible qu'en fait les taux on va laisser à zéro au moins jusqu'à fin 2022. Donc au minimum encore 2 ans on va laisser les taux bas. Ça montre quand même que la situation économique c'est quand même pas la fête du slip. Et, euh, et donc, du coup, ça douche un petit peu les marchés. Du coup, on a des mouvements très erratiques, uniquement liés soit au Covid, alors le Covid pour le moment, on ne sait pas trop, soit aux banques centrales. Et les banques centrales, finalement, depuis, voilà, bah, depuis la Fed, depuis ce gros gap et cette semi-invalidation, parce qu'en fait, ce Thailand Reversal est toujours pas invalidé, c'est là aussi la problématique. C'est qu'à la rigueur, si on avait invalidé tout de suite ce gap en disant, ah ben non, en fait, pour une fois, cette figure qui est quand même très rare et qui fonctionne quand même très très bien, de changement brutal de psychologie, parce que je vous rappelle que les figures chartistes, c'est quand même une représentation psychologie de la psychologie de marché. Et ben finalement, on invalide cet Allen Reversal et puis on repart comme en 40. En tout cas, dans le sens de la tendance de ces 2-3 derniers mois, enfin depuis en fait le- le- les abysses qu'on a creusés, qu'on a réalisés lors de la crise mi-mars, fin mars, et on repart en tendance haussière. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, vous avez quand même quasiment autant de points négatifs que de points positifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, je suis ni permabull ni permabère. J'ai pas d'avis complètement tranché. Déjà, parce que bah, les indications, les news de marché me donnent pas à manger, ne me donnent pas de quoi me faire une opinion. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue purement technique, finalement, eh ben, le marché nous donne pas des éléments techniques qui convergent, soit à la hausse, soit à la baisse. Voilà. Donc du coup, bah, ça nous donne des ranges. Donc voilà pour l'état des lieux globalement. Et si on regarde en plus au-delà, alors on a regardé un petit peu avec l'euro-dollar où finalement, bah, voilà, on est en bas de range ici daily. Bah, j'ai essayé de le travailler à l'achat, ça n'a pas fonctionné. J'ai invalidé là en dessous parce que c'est pas parti, ce qui semble quand même relativement logique. Si c'est à refaire, j'en ferai exactement la même chose. Et puis finalement, bah, est-ce qu'il faut retourner sa veste tout de suite à la baisse parce que bah, finalement le bas de range ne tient pas? Bah non, non, parce qu'en fait le bas de range, à chaque fois qu'il y a des accélérations baissières, vous avez vu, tac, finalement on retrace plus de 50% de cette accélération baissière. Voilà. Donc il y a ça. Il y a également, bah, vous savez, hein, j'utilise souvent trois autres actifs entre guillemets, notamment le pétrole. Le pétrole, qui est assez représentatif de la situation, enfin en tout cas de l'anticipation économique des opérateurs. Qu'est-ce que fait le pétrole? Eh ben il montouille, il montouille, il montouille, il montouille, toujours en tendance haussière, mais pas vraiment d'accélération. Et on voit à chaque fois qu'il y a une accélération, derrière elle est contrée, même plus que contrée. Finalement, on tient notamment cette zone sur le Brent. Alors là, ici, je suis sur le Brent, par exemple, sur les 36,20 sur le Brent.
et finalement on a une toute petite hausse larvée avec des grosses mèches, des grosses bougies. Voilà. Donc du coup, même là, on n'a ni le timing, ni les signaux qui nous permettent de rentrer en position. Alors, bien évidemment, je préférerais rentrer à l'achat sur le pétrole, mais là maintenant, je sais pas où, mais ça me semble pas hyper cohérent d'entrer à l'achat ou à la vente d'ailleurs, peu importe, à l'achat ou à la vente, là maintenant. Parce qu'en fait, on n'a pas le timing. D'ailleurs, si je vous rajoute ici les bandes de Bollinger par exemple, on n'a ni le timing d'une bande de Bollinger par exemple daily, ni la MM50, ni le timing d'un niveau horizontal, haussier, enfin une résistance ou un support. Et enfin, si on regarde par exemple, alors deux choses, je vais commencer par le gold, donc l'or. Il y a seulement éventuellement l'or qui nous donne des beaux signaux. Alors, ça, de toute façon, l'or, vous savez que je suis haussier depuis les. Je cherche des achats sur les 1680-1700. Ça, normalement, ça fait 3 semaines, 3-4 semaines que vous le savez. Je prends toujours, prenez toujours du recul. Prenez toujours du recul sur vos unités de temps. Surtout si vous faites de l'intra-swing, du mélange, un mix entre l'unité de temps horaire et l'unité de temps daily. Toujours prendre une unité de temps de recul, ce qui vous permet quand même de savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous habitez. C'est comme si vous faites de l'intraday, par exemple. Même si vous faites que de l'intraday sur le DAX pour viser 30, 40, 50 points sur chaque trade, vous êtes et vous cherchez des signaux sur du 5 minutes, du 2 minutes, du 1 minute ou alors du 15 minutes, vous êtes obligé de vous mettre sur une unité de temps au moins de recul pour savoir au moins où vous habitez. Parce que si vous rentrez comme ça n'importe où sur un gros niveau qui suscite quand même de réactions depuis maintenant, d'ailleurs vous regardez en daily, hein, regardez ça fait depuis mi-avril, ça fait plus de 2 mois qu'on échoue sur les 1600, 1750, 1750. Et en fait, de la même manière d'ailleurs que sur l'eurodoll, qui pour moi, le Gold et l'Eurodoll avaient à peu près les mêmes configs. Donc vous vous souvenez, hein, l'Eurodoll, hop, tendance primaire haussière, phase de range, plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas, donc idéalement on paye le bas. Sur le Gold, regardez, tendance primaire haussière, hop, le bas de range, on a cherché à le payer autour d'ici, plus d'ailleurs vers les ici 1680, 1700 $, puis encore 1710, etc. Au moins jusqu'à les 1740. Une fois qu'on a touché cette zone de résistance, finalement derrière, on fait plus rien. Là, c'est inexploitable, hein. Toutes ces bougies ici daily, ça sert à rien de chercher, c'est inexploitable. Et puis derrière, finalement, on a une nouvelle accélération. Donc, la seule chose peut-être sur le gold, malgré le fait qu'il y ait un timing d'intervention qui soit clairement pas idéal dans une optique de swing, parce que le timing idéal était là, c'est là qu'il fallait être présent. C'est là où personne n'y croyait. C'est là où je les ai partagé mon point de vue en disant ah, je pense que plutôt cette zone support dans range, etc., bah, il y a plus de chances que ça réagisse. C'était le cas. Et finalement, c'est là où on se pose la question est-ce que je rentre à l'achat ou pas. Donc, en tout cas, beaucoup. Par contre, là où c'est clair, c'est que derrière, bah oui, on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas, et vous voyez qu'on est en train d'en sortir par le haut. Donc éventuellement là-dessus, on a un petit flux qui est en train de se mettre en place dans le sens de la tendance précédente. Donc là-dessus, on a la tendance, on a la sortie par le haut du range, et on a une petite accélération haussière sur des unités de temps, notamment sur du H4. Donc là-dessus, éventuellement, c'est logique de se dire, tiens, je privilégie le flux, la tendance de fond. Je sais que j'arrive là sur cette grosse zone rouge qui est mon niveau annuel, mensuel, tout ce que vous voulez, parce que ça vient des niveaux de 2011 et de 2012 ici. Je vous remets ici en mensuel. Regardez ici en mensuel, 2011, ici 2012. Donc c'est quand même une très grosse zone dont le marché se souvient, hein. C'est ce à quoi sert l'analyse technique. Le marché se souvient des niveaux notamment horizontaux. Et voilà, c'est la seule chose éventuellement qui me semble relativement pertinent en partant du principe. Et là, l'invalidation est relativement simple puisque l'invalidation, elle s'effectue bah, à la réintégration du range. Voilà, on a les plus bas par exemple de cette semaine, de ce début de semaine, les plus bas de cette semaine. Si jamais on réintègre, bah, tant pis, j'aurais payé point haut, j'aurais invalidé, mais au moins j'aurais accompagné la tendance primaire, la sortie de range et le petit flux qu'on a en données horaires. Voilà, c'est la seule chose qui me semble relativement intéressante. Et enfin, si on regarde un petit peu du côté des paires en yens, parce que je vous rappelle que généralement, j'aime bien comment dire, me tourner vers le yen
pour essayer d'avoir des compléments d'informations sur le marché, parce que le yen est considéré comme une valeur refuge, toujours et encore. Et en fait, le yen se replie. Alors, on a eu une grosse accélération du yen. Alors là, c'est l'euro-yen, par exemple, hein. Donc, vous savez que le yen contre l'euro, là, c'est l'euro contre le yen. Donc, quand vous avez l'euro-yen qui baisse, vous avez le yen qui monte. D'accord? Et l'euro baisse. OK? Et vous voyez qu'on a eu donc le yen, valeur refuge, qui s'est apprécié. D'accord? Vous prenez l'euro-yen, vous prenez d'autres paires pour pas juste partir du principe et faire l'erreur de se dire ah mince, le yen monte alors qu'en fait c'est l'euro qui baisse. Donc vous prenez par exemple le GBP yen, vous prenez d'autres éléments contre, je sais pas, la UD yen par exemple. D'accord? Donc vous voyez que le yen s'est quand même apprécié. Alors sur certaines paires plus que d'autres. Et on est arrivé sur l'euro yen, typiquement, ici, je vais vous mettre ici en données hebdomadaires. Ici, on l'a vendu, d'accord, en données hebdomadaires. Excès baissier, excès par le bas ici, corrigé par un excès aussi ici, ok. Grosse zone de résistance horizontale et également la borne haute d'un canal descendant. Grosse tendance baissière, on cherche à le vendre sur le premier signal baissier daily. On a eu un très beau d'ailleurs signal baissier daily ici, qu'on a exploité. D'accord? Ensuite, on accompagne, on accompagne. Et là, sur l'euro yen maintenant, donc on arrive en données hebdomadaires, je reviens sur les données hebdomadaires. MM50, MM20, les deux sont plates, premièrement. Deuxièmement, milieu de range, en plein milieu du range. Donc c'est un premier support horizontal, raison pour laquelle je vous ai dit, pour certains, là je vais commencer à éventuellement retravailler à l'achat si j'ai des signaux aussi intéressants. Et vous voyez d'ailleurs, vous avez la MM50 qui est en train de se redresser ici en daily. La bande de Bollinger, bien évidemment, inférieure qui arrive à toute blinde. D'accord? Et du coup, ça nous donne des premières réactions en données 4 heures. OK? Donc, à surveiller, et ça, je vais me le mettre sous le coude pour cette semaine. Si on a une grosse réaction haussière, enfin une grosse, au moins une réaction un peu plus poussive, un peu plus dynamique que ce qu'on a eu ce matin, au-dessus des à peu près 120-10 ici, ok, et ben ça me permettrait de commencer à travailler l'euro yen à l'achat. Réaction sur un niveau daily. En plus de ça, vous prenez les niveaux de retracement de Fibonacci, ça vous donne ici, vous voyez, 50% de retracement, pile poil. Ok. Donc premier niveau de réaction, support horizontal, MM20, MM50 qui sont plates, milieu de range, etc. Les indices latéralisent. On a le yen qui s'est enflammé ici, donc l'euro yen qui a baissé peut-être de manière, je ne vais pas dire exagérée parce qu'on n'en sait rien, on le saura a posteriori, c'est toujours facile a posteriori de dire ici c'est un excès baissier, ici aussi, mais ici il fallait le vendre. Lorsque vous avez une grosse accélération ici, vous dire ah non, je prends du recul, je regarde en weekly non je paye pas, je vais attendre que j'ai un signal baissier daily et là bim, on lui met un coup sur la tête. Donc je ne sais pas si c'est un excès ici, si c'est un excès baissier ou pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que c'est un niveau horizontal très pertinent et très intéressant. Voilà. Mais il va falloir un petit peu plus d'éléments. D'ailleurs, ça corrobore avec ce qu'on a vu avec les indices. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les indices ne sont pas forcément dans une dynamique baissière très très forte pour le moment. Ce matin, on a eu des gros, alors toutes choses étant relatives, mais on a eu quand même des beaux gaps baissiers hein, sur les indices cash. Le DAX, on avait clôturé vendredi sur les 12 350. On a quand même ouvert à l'open s'est fait à 12 190. Donc on a eu quand même un gros gap baissier et puis derrière tout de suite on a racheté. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que, bah, encore une fois, le marché se cherche, on est sur des gros niveaux, que ce soit sur le yen, les paires en yen, que ce soit sur l'euro-dollar. Et si on regarde un petit peu le dollar index, qu'est-ce que ça nous donne pour prendre encore un petit peu de recul? Le dollar index ici, c'est ma grosse zone d'achat, d'accord, sur lequel je travaille, je continue et je continuerai à travailler à l'achat là-dessus. Et on arrive déjà sur des gros niveaux de résistance ici. D'accord? Donc c'est pour ça, même là, sur le dollar index, vous voyez qu'on est également sur un niveau intermédiaire de résistance. Donc plutôt, je dirais, à travailler à la vente le dollar. Et regardez, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne plutôt à travailler à l'achat sur l'eurodoll. Sauf que l'eurodoll, il a bavé un petit peu en dessous. Mais c'est le contexte de marché qui fait que. D'accord? Donc
Est-ce que je reviendrai à l'achat sur l'eurodoll? Très probablement. Très probablement, il va me falloir encore un petit peu plus d'éléments. Alors, le range, on l'a vu, donc je le supprime. Il va me falloir encore un peu plus d'éléments pour justifier un nouvel achat sur l'eurodoll pour reprendre finalement mon achat précédent avec stop sous les plus bas. Alors, ça fait un stop un peu loin, mais je vous rappelle que vous devez raisonner pas en nombre de pips, pas en nombre d'euros, pas en nombre de points, mais en pourcentage de risque sur votre capital. Parce que c'est ça qui compte, c'est-à-dire que vous pouvez pas raisonner, on peut pas raisonner en pips ou en points, etc. Parce que ça dépend bien évidemment de la taille de la position que vous prenez. Que vous preniez 10 lots ou un lot, bah c'est pas la même chose que se dire bah tiens j'ai pris 3000 pips ou j'ai pris 300 pips sur l'eurodoll alors que vous aviez un micro ou un mini lot et que vous avez gagné 10 euros sur un compte à 1 million. Donc c'est en pourcentage de risque sur votre capital qui compte. Donc c'est pour ça que je dis peu importe finalement que mon stop il soit à 50, à 100 ou à 200, ça dépend de la taille de position que je prends. Donc n'oubliez pas ça. Voilà, petite parenthèse non négligeable d'ailleurs, c'est pas une parenthèse, c'est très important de rappeler que voilà, les points, les pips, les euros, machin, c'est bien, mais ça dépend de votre capital et de l'exposition que vous avez sur cette taille. Donc moi, ça ne me gênera pas de reprendre une position à l'achat sur l'eurodoll si on repasse par exemple au-dessus de cette zone. Alors je vais voir un 12,40, j'ai pas encore déterminé exactement, parce que le marché pour le moment ne me donne pas à manger. Mais si j'ai une belle réaction sur l'eurodoll, bah, mon plan finalement, qui a été oui invalidé, et ben il n'est pas totalement quand même invalidé. Voilà. En tout cas, moi j'ai pas envie de le vendre là maintenant sur un bas de range potentiel alors que la tendance est toujours haussière en daily. Ok? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a quelques actions éventuellement à surveiller que j'ai partagé un petit peu à droite et à gauche. Attention au départ enflammé de certaines actions. On l'a vu déjà sur Air France, on l'a vu sur les compagnies aériennes qui ont bénéficié ça j'en avais déjà parlé il y a 2-3 semaines, d'une rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'en fait on lâchait, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Nasdaq était un petit peu en train de brouter sur ses plus hauts, parce qu'en fait on lâchait un petit peu, les investisseurs lâchaient un petit peu les dossiers qui avaient bien performé, de se dire ça y est, la reprise est en cours, donc du coup je vais lâcher un petit peu toutes celles qui ont monté, je vais acheter les dossiers massacrés qui n'ont pas beaucoup monté et jouer un effet de rattrapage. Et en fait, on a eu un gros effet de rattrapage sur sur des dossiers qui n'ont pas de raison fondamentale de monter, si ce n'est par anticipation que la situation aille mieux d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Alors la situation va mieux, certes, mais il ne faut pas que ça reparte comme les news qu'on a eu notamment en fin de semaine dernière et ce week-end, que ce soit en Allemagne, que ce soit les clusters, que ce soit les taux d'infection, etc., etc. Donc faut pas non plus relâcher, se détendre trop. C'est bien de se détendre, mais il faut pas se détendre trop. Et, et du coup, en fait, les investisseurs, les marchés ont lâché ces dossiers qui avaient bien performé en privilégiant notamment bah, les cycliques, celles qui étaient massacrées, donc les bancaires, la construction, l'automobile, l'aérien. Et finalement, vous avez vu que le soufflet est retombé de manière aussi rapide et aussi violente que ce que la progression a été. Donc attention à pas se dire mince, la reprise elle est là, ok, peut-être, tant mieux, j'espère, tout le monde l'espère, mais est-ce que tu as vraiment des éléments tangibles? Est-ce que tu as quelque chose de concret qui te permette de dire oui, c'est reparti? A priori, non. Donc attention, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça tout simplement pour éviter d'acheter des trucs qui montent dans le vent sans vraiment comprendre pourquoi, et derrière se retrouver avec du Air France à -40, -50 en seulement 2-3 semaines. Parce que la situation qu'on est en train de vivre peut durer. Voilà. Donc vous avez mes grandes lignes. Bon, les indices, tous les indices d'ailleurs, hein, parce que je vous ai montré que le CAC, mais tous les indices c'est la même chose. Le DAX, vous prenez les plus hauts, les plus bas de la semaine dernière, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, hein. Vous tracez vos lignes. Le SP c'est pareil, 3150, 3070. Le dos sur le cash, c'est exactement la même chose, 26 500, enfin, à peu près 26 600, pardon, 26 600 et 25 800.
Ça vous donne les deux gros ranges, etc. Toujours les canaux ascendants dans lesquels on s'inscrit. D'accord? Pour le moment, on n'a pas gros de flux. Ensuite, là je fais le récap de tout ce qu'on a vu. L'eurodoll, plutôt le travail à l'achat, en tout cas me concernant, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de vous dire, plutôt à travailler à l'achat pour les différentes raisons que je vous évoquais, parce que oui, ça a été invalidé parce qu'on est passé sous les 1,12, mais ça n'a pas accéléré non plus. Donc je vais le retravailler à l'achat s'il me donne des éléments concluants. Le gold, c'est peut-être le seul qui me semble intéressant pour le moment parce qu'il est dans une tendance de fond bien inscrit. Après un range, un petit flux haussier, on est en train de sortir par le haut. Et les paires en yens, pour le moment, on a une grosse réaction, notamment, enfin une grosse, on a une réaction, on va pas s'enflammer plus que ça, utiliser des termes trop forts, mais on a une première réaction, notamment sur les paires en yens, donc que ce soit l'euro yen, le GBP yen, etc., etc., qui nous donne des petits ranges. Peut-être qu'on a fait un petit excès haussier sous des supports intermédiaires comme on l'a vu sur l'euro yen. C'est exactement la même chose sur d'autres. Regardez le GBP yen par exemple. C'est exactement la même chose. Enfin, exactement. C'est la même chose que sur l'euro yen. C'est qu'on a un niveau horizontal ici. Travailler support, résistance, résistance. On passe légèrement au-dessous et finalement on l'a. Alors, c'est pas des gros niveaux ce ne sont pas des gros niveaux comme on l'a vu sur l'eurodoll par exemple ou sur l'euro yen en weekly. Donc c'est pas non plus des gros niveaux comme on a travaillé déjà à la vente ici, là-haut. Ce sont des niveaux intermédiaires. Voilà. Mais on n'a que ça pour le moment à se mettre sous la dent. Donc on va pas inventer, hein, on va pas inventer ce qui se passe et s'inventer des marchés et s'inventer une vie. Faut prendre ce que les marchés nous donnent. Voilà. Donc les marchés pour le moment nous donnent pas grand-chose. Voilà mon tour d'horizon pour le moment. Il y a pas, j'ai pas de plan plus que ça pour le moment sur le Brent. Il monte de manière larvée, comme je vous ai dit, pour moi, c'est ni un timing d'achat ni un timing de vente. On est à peu près au milieu de nulle part. Il y a quelques stock picking à faire sur quelques actions. Renseignez-vous quand même si vous faites quelques actions, au moins de la santé de la boîte, au moins les dernières news, etc., etc. Commencez pas à acheter, enfin en tout cas c'est pas un conseil, mais c'est surtout un avertissement. Je vais vous le montrer ici. Wirecard, par exemple, vous savez que Wirecard est victime d'une fraude de milliards. On en a parlé en introduction. Euh, c'est ni un conseil ni un déconseil, vous en faites ce que vous voulez, mais acheter un titre qui vient de perdre 70-80%, quasiment 80% de sa valeur en 3 séances, et anticiper le fait qu'elle soit sauvée, alors qu'en fait elle est victime quand même d'une fraude a priori sur un quart de son bilan. Donc en gros c'est soit faillite, soit elle est sauvée. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de parier là-dessus. Je pense que voilà, vaut peut-être mieux chercher des dossiers peut-être un petit peu plus qualitatifs, certes, qui rebondiront peut-être de manière moins forte que si Wirecard est sauvée. Et encore, si elle est sauvée, ça fera comme Air France, c'est-à-dire qu'on aura un petit rebond à très court terme. Le chanceux qui a le point bas, bah, tant mieux pour lui, mais je suis pas sûr que le jeu envahisse la chandelle. Et après, derrière, attention à ne pas acheter lorsqu'on a ce petit rebond, parce que c'est pas parce qu'elle sera sauvée que derrière ça va repartir comme en 40, hein, comme sur Air France, comme sur le secteur auto, comme sur le secteur bancaire, etc., etc. Il va falloir plus que simplement de l'espoir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, et dernier message, si vous avez vu le débrief, le débrief hebdo, dernier message, attention à l'eau qui dort. C'est-à-dire que là, les marchés sont en train de nous endormir depuis maintenant une semaine et demie, voire peut-être un petit peu plus. On a des faux départs, des flux contradictoires, haussiers, baissiers, des ranges, machin. On est en train de nous endormir. Vous savez, c'est comme au foot quand on est en train de se faire des passes dans la défense, un peu d'attaquer, mais sans vraiment attaquer, etc. On se fait un petit peu endormir. On s'adapte à ce jeu-là. Et juste au moment où on s'adapte, hop, on se fait surprendre de manière assez violente et derrière on se fait avoir. Donc attention à ce type de marché. Voilà. Je vois vos deux, trois questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de votre attention à toutes et à tous. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi. Je vais répondre à vos questions. Alors, Benjamin, il y a deux Benjamins. Tiens, les Benjamins sont assez actifs aujourd'hui.
J'ai peut-être raté, mais peut-on considérer que le range après l'Island Reversal est également un Island Reversal, gap baisse, 5 bougies, gap sans s'opposer? Oui, alors oui, 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 oui. Bravo, bien vu. Je vais vous le remontrer ici. Alors, oui, on a un petit gap. Alors, il est petit, hein. Le principe, le rappel du principe des Island Reversal, en fait, alors, encore une fois, c'est un changement brutal de psychologie. D'accord? Brutal, pourquoi? Parce que, un, on a une tendance précédente qui est clairement haussière. D'accord? Donc vous avez déjà une, une lame de fond, ce que j'appelle une lame de fond, une tendance vraiment de fond qui est haussière. Donc c'est bien inscrit là, on est bien inscrit, on est bien inscrit. Et là, euphorie. Bam, on est déjà en tendance haussière et derrière, c'est panique acheteuse, on court, ce qu'on appelle courir après le papier, on achète tout et n'importe quoi, ça monte, on ne sait pas pourquoi, peu importe, ou même d'ailleurs si on sait pourquoi. Derrière, ouais, mais en fait, ce qui s'est passé là, je sais pas trop. Donc du coup, on a une petite phase de réflexion, phase de d'accalmie, et puis derrière, bam, ah ben non, finalement, en fait, le mouvement qu'on a fait avant, c'est pas grave, on vend tout. Et puis derrière, gros changement brutal de psychologie. Donc c'est gap, gap sur gap, et surtout, il faut qu'il y ait une tendance précédente qui soit quand même bien affirmée, parce que ça renforce du coup l'aspect de d'euphorie qui accélère une tendance qui est déjà présente. J'espère que vous comprenez bien le concept. Enfin, c'est pas un concept, mais vous comprenez bien l'état psychologique du marché. Et du coup là, ton Island Reversal que tu as peut-être, alors tu m'as parlé de quoi? Ouais, ouais, c'est pas tellement des Island Reversal qu'on a. C'est pas tellement des Island Reversal parce que déjà ta tendance précédente est pas haussière. On a une bougie haussière, mais pas plus, tu vois? Parce que ton mouvement il part de là. Donc ta tendance elle est pas plus haussière que ça. C'est plutôt juste un gap commun sans vraiment de grand intérêt. Donc, pour répondre à ta question, c'était bien vu, Benjamin. Mais moi, pour répondre de mon côté à ta question, pour moi, c'est pas vraiment à considérer. Celui-là, il est quand même important. Et d'ailleurs, on l'a pas encore comblé, hein. On l'a pas encore comblé, hein, l'Island Reversal. Donc, le marché garde en tête encore cette figure-là. Et d'un autre côté, il reste toujours en tendance haussière. Donc, pour le moment, est-ce que c'est l'Island Reversal qui va se retrouver victorieux et qui va permettre ici de passer en bas du range et d'accélérer, etc. et vraiment de retourner la tendance? C'est pas, pour le moment, c'est pas improbable et c'est pas éliminé comme hypothèse, d'accord? Ou est-ce que c'est la tendance haussière qui va dire, bah tiens, finalement, on a commencé à combler l'Island Reversal et si jamais on recomble l'Island Reversal ici, bah ça montre que le marché a quand même quelque chose sous le pied. Il a quand même de l'accélération, il a comment on appelle ça? Il a du carburant, il a des catalyseurs qui lui permettent d'invalider cette grosse figure qui est quand même très rare sur le marché. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Le premier, Benjamin. Et deuxième, Benjamin, comme le gold, le petit frère argent semble aussi montrer des signes haussiers depuis la semaine dernière. Tout à fait. Généralement, ils sont assez liés. Alors, signe haussier, regarde l'argent moins que le gold. Regarde. Tu vois, le gold est quand même assez et surperforme l'argent. Alors attention aussi, j'en profite parce que c'est une très bonne remarque de Benjamin, effectivement, de regarder aussi l'argent. Attention à partir du principe que l'argent va rattraper le gold parce que le gold il est là-haut, donc du coup c'est facile, je vais faire de l'arbitrage, je vais acheter de l'argent parce que le gold va plus monter. Vaut mieux acheter, comme je le dis souvent, vaut mieux acheter ce qui surperforme plutôt que d'acheter ce qui sous-performe simplement par effet de rattrapage. D'accord? C'est comme si vous achetiez toutes les valeurs massacrées. Bah oui, il y a un petit effet de rattrapage à un moment donné, on a raison, mais de manière très temporaire, très épisodique. Donc il faut faire attention à ça. Mais oui, très bonne remarque concernant l'argent. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais je trouve que je vais pas dire que l'argent est moins propre, mais ouais, c'est un peu moins évident. Et surtout quand tu as dans une optique comme ça, de chercher que des achats sur le gold, tu vois, ici par exemple, etc. C'est plus propre et surtout ça part plus vite. Alors que l'argent, tu vois, ouais, bon, il a fait quand même une belle mèche. Si, on peut pas l'écarter. On peut pas écarter le fait qu'il ait fait une belle mèche. Voilà, messieurs, dames,
On a fait notre petite traders room. Voilà pour le point global du marché. Voilà, il y a l'eurodoll d'ailleurs au moment où je suis en train de vous parler qui est en train de faire un petit peu qui est en train de faire des nouveaux plus hauts depuis dimanche soir. Vous voyez, il continue. Vous voyez, hein, donc voilà. Je vous ai refait le point, la synthèse en fin de traders room concernant voilà ma vision et ce que j'ai vu et ce que le marché m'a donné comme élément pour le moment en ce début de semaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc le gold, l'eurodoll, le yen éventuellement. Vous voyez, le yen est en train encore de progresser plutôt que les indices qui, eux, bah, ont ouvert en gap baissier, ils sont toujours un peu larvés. Voilà, messieurs, dames, merci de votre fidélité, enfin, si vous êtes là à chaque fois. Merci de vos partages, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a permis peut-être d'avoir deux, trois éléments, que vous n'avez pas perdu votre temps. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Restons attentifs quand même à pas relâcher la pression. Et il faut continuer à bosser, il faut continuer à bosser, il faut continuer à bosser. Le marché, c'est pas simplement ça monte, j'achète, ça baisse, je vends, ou j'achète en bas, je vends en haut. Il y a des périodes comme ça un petit peu merdiques. Donc, faut s'adapter. Soit on s'adapte en faisant du court terme, très court terme. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Soit on attend en swing, bah, c'est sorti de range, notamment sur les indices. Soit on travaille autre chose. Ça, c'est la troisième option. C'est on travaille autre chose. Ça veut dire quoi? Bah, on travaille soit les actions, les dossiers spécifiques. D'accord? Donc concentrez-vous sur les actions, mais renseignez-vous au moins, prenez 15 minutes déjà au moins de regarder les dernières news, etc. Voilà. Ça permettra aussi d'apprendre quelques boîtes et pas forcément se focaliser sur ce qu'on a l'habitude de trader. Et je terminerai encore là-dessus, et après j'arrête de vous embêter, parce que, et je dis souvent, pour éviter l'overtrading, le meilleur moyen d'éviter de l'overtrading, parce que forcément, si vous avez l'habitude de trader les actifs, je dis n'importe quoi, enfin n'importe quoi, non, parce que généralement on trade surtout le DAX, vous préférez, moi j'ai aucune préférence, mais vous préférez généralement le DAX et le dos, mais lorsque il se passe rien là-dessus, ça vous force quand même à trouver forcément quelque chose à faire. Et le fait d'aller regarder ailleurs, ça vous évite de faire peut-être des bêtises sur l'indice que vous avez l'habitude de trader, votre indice de prédilection, si j'ai envie de dire, votre indice de préférence, et ça vous évite justement d'être euh, troublé, perturbé, parce qu'il ne se passe rien. Voilà. Merci Fabienne, merci Brice, merci Charles, merci Seb, merci Quentin, merci Johan, Benjamin, les deux Benjamin, Charles, GPL, toujours là, GPL Trading, Jérôme et Fabienne. Voilà, merci à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne semaine. Soyons attentifs et ne nous forçons pas sur peut-être des actifs qu'on a l'habitude de trader sur lesquels il ne se passe pas grand-chose. Et n'oubliez pas, raisonnons par pourcentage de risque sur notre capital et pas juste oulala, mon stop il est loin, machin. Ça dépend de la taille que vous mettez, toujours. Donc si vous mettez des stops plus loin, si vous mettez une invalidation ou alors une invalidation en fin de journée, en fin de semaine, réduisez la taille des positions, tout simplement. Voilà. Ça permet bah, de continuer à. Euroyen explose à la hausse. Alors, ça me permet de rebondir, Johan. Attention, parce que je l'ai vu la semaine dernière sur l'Eurodoll. Vous mettez pas, attention, vous mettez pas sur des unités 5 minutes si vous faites du swing, hein. D'accord? Ça, c'est vraiment une première. Alors, je dis pas que tu fais ça, Johan, mais ça permet de rebondir là-dessus. Parce que la semaine dernière, lorsque j'avais payé notamment l'Eurodoll, généralement, on se place sur des unités 5 minutes. Ouh là là, je perds 10 pips. Ouh là là, je perds 15 pips. Alors qu'en fait, on a une invalidation sous un 12, donc faut se détendre. Soit c'est parce qu'on n'a pas compris le plan, soit parce qu'on est surexposé. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc il faut toujours prendre du recul et se placer sur l'unité de temps sur laquelle on traite. Donc sur l'euro yen, explose à la hausse de manière objective. Johan, il explose pas tant que ça pour le moment. On se rappelle, 4 heures, je me place pour le moment sur du 4 heures, c'est un gros niveau daily. Tu vois, en 4 heures, il s'est absolument rien passé.
Oui, oui, voilà. Les 120, les 120-10, les 120-15. Là, on a une première réaction, d'accord? Première réaction. Mais oui, on peut commencer à se placer sur des temps peut-être plus courts, sur du 15 minutes et d'essayer d'accompagner. Si on se place sur du 15 minutes, alors on reste sur du 15 minutes et on a des niveaux d'invalidation en 15 minutes. Donc du coup, ça va nous donner, par exemple, sur l'euro yen, ici, tu vois, tac, tu retraces 50%, tu prends des niveaux horizontaux, 38,2 par exemple, tac, et ça te donne par exemple une première invalidation. Tac, tu arrives à tracer en range ici, hop, et tu te dis, bon, ok, moi à partir de maintenant, je le travaille à l'achat, je pense que c'est un beau signal, il y a un flux, il explose à la hausse, j'accompagne le move. Dans ces cas-là, ça peut te donner ici un niveau d'invalidation, 119,80 par exemple, un peu en dessous, prendre toujours un peu de marge. On n'est pas à 5 pips près, hein. Il y a le spread, etc. en fonction de votre broker. 119,70, ça me paraît, voilà, ok. Mais tu vois, H4, t'as un gros niveau ici. Ok. Merci à toutes et à tous. Allez, bonne journée, je vous laisse. Ciao.